À quelques jours du 20e anniversaire du bombardement de Bouaké, qui a occasionné la mort de 9 soldats français et d'un civil américain, et du massacre de l'Hôtel Ivoire perpétré par l'armée française et qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de jeunes Ivoiriens, la bataille mémorielle bat son plein dans le monde éditorial. 2 livres sont déjà sortis sur la question. Celui de Thomas Hoffnung, Bouaké, le dernier cold case de la France-Afrique, paru chez Fayard, qu'à titre personnel, je considère comme un dédouanement des politiques françaises d'époque, et celui d'Emmanuel Leclerc, Bouaké aux trahisons d'État, qui semble bien plus rigoureux. C'est mon avis et je m'en expliquerai notamment sur ma newsletter quamo.substack.com. Il y a également eu, toujours dans la bataille mémorielle, le livre de Robert Bourgi, Ils savent que je sais tout, paru aux éditions Max Milo. Pourquoi cet emballement éditorial? J'ai voulu en parler avec Bernard Oudin, témoin des événements de Côte d'Ivoire, d'abord comme cadre du secteur privé à Abidjan, puis conseiller du président ivoirien de l'époque, Laurent Gbagbo, conseiller blanc, donc susceptible de voir s'épancher devant lui des officiers français notamment. Bernard Oudin, lui-même auteur du livre Les Ouattara, une imposture ivoirienne. Bernard Oudin a des choses à dire aujourd'hui. Bonjour Bernard. Bonjour Théo. Alors, qu'est-ce que t'inspire les livres au sujet des événements de novembre 2004 ? Mais d'abord, il faut remettre dans l'ordre chronologique. Le premier grand livre sur l'affaire de Bouaké, c'est celle de l'avocat des soldats français, Jean Ballan, Crime sans châtiment, dans lequel tout est exposé pendant 300 pages. Une bavure manipulée, une bavure française manipulée. En gros, la France... peut-être par erreur a tué ses propres soldats, a fait tuer ses propres soldats pour pouvoir mieux renverser le président. Je connais bien Jean Ballan, je connais bien les conditions dans lesquelles il a écrit ce livre. Je l'ai un petit peu aidé sur certains éléments au niveau de l'information. Et j'ai moi-même écrit, tu as dit tout à l'heure, j'avais écrit un livre sur Ouattara, j'en ai fait un autre sur Gbagbo. Et dans le livre sur Gbagbo, il y a un chapitre entier sur Bouaké. Et les 20 ou 25 pages de ce chapitre, c'est le condensé des 300 pages de Ballan. Et ça reprend toutes les informations, soi-disant nouvelles, que Hoffnung ou Leclerc peuvent apporter dans leurs livres. Mais tout était déjà dit à l'époque. Et tu as dit tout à l'heure, j'étais un blanc un petit peu observateur de la situation en Côte d'Ivoire. Pour Bouaké, pour moi, il y a une chose... il y a 3 points. 1, le lundi qui précède le bombardement, je suis abordé par quelqu'un que tu as eu à connaître, qui était député à l'époque, paix à son âme, William Atebi, qui m'annonce tout de go, vers 21h, un rendez-vous qu'il m'avait donné dans le quartier nord d'Abidjan. « Bernard, on va attaquer Bouaké. » Je lui ai dit « C'est pas possible, il y a l'armée française, etc. » Et les Français ne bougeront pas. Et William Atebi était très introduit au palais, beaucoup plus que moi à l'époque. Et bon, je suis parti le lendemain sur Paris parce que j'avais un rendez-vous à New York le vendredi. Et j'y ai pas cru du tout sur le coup. Et c'est le jeudi, en écoutant RFI, que j'ai entendu les premiers bombardements. J'ai appelé William, j'ai dit « Mais je m'excuse, je t'avais pas cru, etc. » Et j'arrive à New York le samedi matin. Donc New York le matin, ça fait début d'après-midi à Abidjan. Et là, je vois sur CNN 9 soldats français tués à Bouaké. Alors là, j'étais complètement dépassé, comme on dit à Abidjan. J'ai appelé un journaliste français et je lui ai dit « Attention, parce que dans une affaire comme ça, il y a des mercenaires. Tu donnes 100 francs à un mercenaire, il fait quelque chose. Tu en donnes 200, il fait le contraire. » Je suis rentré à Paris. La première chose que j'ai voulu, c'est rentrer à Abidjan. Au moment où il y avait le flot de départ, moi, j'ai fait le chemin inverse. Je suis allé à Abidjan, passant par Conakry, parce que les voies étaient difficiles pour y aller directement. Et arrivé à Abidjan, j'avais le téléphone du chef opération de Licorne à l'époque, parce que je l'avais eu... Opération de maintien de la paix française. Officiellement de maintien de la paix. Et donc, j'avais ce numéro parce que le prédécesseur de celui qui était en poste était un ami de mes beaux-parents. Et j'appelle ce numéro, je tombe sur le général Tonnier qui me dit « Ah, ben, un Français qui était à Abidjan, venez me voir, etc. » Et là, le premier point principal, il me dit « On ne comprend pas, on avait donné toutes les cartes aux Ivoiriens pour qu'ils passent. Mongou était venu nous voir. » Et on apprend Mongou qui était le chef, le Comter à l'époque. Il n'était pas encore le chef d'état-major. Et là, il me dit le samedi matin, on est bombardé, on a des tués, et on apprend ça en direct, parce qu'il y avait un système de radio interne à Licorne qui leur permettait d'être en liaison permanente, et
qui va au contraire de ce qu'a dit Emmanuel Bett un jour, qu'ils ont eu une demi-heure d'attente avant de savoir qu'il y avait eu le bombardement, ce qui est totalement faux. Et là, il me dit, on ne savait pas d'où ça venait, on était totalement surpris, et Poncet et moi, on a réagi en militaire. On a dit, on tape tout ce qui vole, on casse tout ce qui vole, et après, on verra. Et il me dit, et c'est là qu'on s'est fait engueuler par Chirac et Bentéja, qui était le chef d'état-major français. Imagine, j'arrive de Paris, tous les journaux, Chirac a cassé les avions. J'arrive à Abidjan, le général, quasiment le numéro 2 de l'ICOM, me dit, on casse les avions et on se fait engueuler. J'ai dit, j'ai raté un épisode du film. J'ai pas insisté, je suis parti. 8 ans après, je suis à Paris, et dans des circonstances particulières, je rencontre pour la première fois Jean Ballan. Et il m'invite à son bureau, je lui raconte cette anecdote. Et là, il me sort toute une pile de documents. On n'est qu'en 2012, hein, le dossier d'instruction avance, mais il n'est pas très avancé. Et je lui raconte l'histoire, il me donne des documents, je rentre chez moi, je les lis, et je vois dans les premières auditions des soldats français, il y en a plusieurs qui disent, et ça c'est dans les PV d'audition, hein, c'est dans le dossier d'instruction, l'avion qui a tiré a visé un objet précis, le Metz. Et ça c'est répété plusieurs fois. Et il y a un autre qui dit, en plus ce Metz, on voulait y aller, mais on n'a pas pu parce qu'il y avait un panneau qui marquait « Il sera fermé exceptionnellement toute la journée ». Ça a cheminé dans ma petite tête. Et je me suis dit, ben voilà, le chaînon manquant de mon analyse, c'est que en fait... Ils ne devaient pas être là où ils ont été quand ils ont été tués. Exactement. Et ça m'a ramené à des discussions que j'avais avec l'ambassadeur de France de l'époque, le Lidec, Gildas Le Lidec. Et ma conviction est la suivante, c'est que, en plus, j'ai eu dans le dossier d'instruction à la fin, comme cerise sur le gâteau, tous les documents déclassifiés par Sarkozy, qui sont les notes de Georges Lain et de Bonnecorse à Chirac, annotées par Chirac, sur ces journées avant, pendant et après le bombardement. Il ressort de ça qu'on a vraiment l'impression qu'il se préparait à ça. D'ailleurs, il y a sur une des notes, et peu de gens en parlent, il est dit que Georges Lain dit à Chirac le vendredi, nous avons positionné les 3 Mirage F1 pour l'opération de demain. Donc ces Mirages sont prépositionnés à Libreville. Il le dit alors qu'il n'y a pas eu de bombardement. Ça veut dire qu'ils avaient préparé une intervention. Il y avait des bombardements ivoiriens sur Bouaké, mais il n'y a pas eu de bombardement sur le camp français qui intervient le samedi. Et pour faire court, moi je pense la chose suivante, c'est que les Français, Chirac en particulier, a voulu dissuader Gbagbo de faire ce coup, de bombarder les rebelles. Le Lidec et Poncet sont allés voir le mardi soir Gbagbo. Et le Lidec m'a dit, au terme d'une réunion un peu houleuse, parce que Gbagbo a remis Poncet un peu dans les clous, en lui disant que le chef d'état-major des armes, enfin le chef des armées ivoiriennes, c'était lui et pas Poncet. Ça ne gênait pas le Lidec que Poncet se fasse un peu reprendre par Gbagbo. Et ils sortent de là, Gbagbo leur dit « Ok, je vais retarder, je vais calmer le jeu ». Et il a envoyé Tagro à la télévision pour dire qu'il fallait être patient. Là-dessus, le Lidec appelle Bonnecorse en lui disant « Le coup de fil ultime entre Chirac et Gbagbo n'a pas lieu d'être, puisque Gbagbo a accepté notre position ». Et le Lidec, Bonnecorse lui répond « Non, le coup de fil est calé, il aura lieu ». Et on retrouve dans les documents transmis toute la mise en page par Bonnecorse la veille. C'est pour ça qu'il voulait qu'il y ait cette... Parce que c'était pas simplement pour le dissuader du bombardement, c'était aussi pour lui donner des consignes sur la suite à tenir dans la crise ivoirienne. C'est-à-dire que c'était pratiquement un modus operandi que Chirac voulait transmettre à Gbagbo. Et le Lidec a eu la réflexion prescience. Il s'est dit, si Chirac parle comme ça à Gbagbo, ça va mal finir. Et ça s'est mal fini. Alors, donc, en gros, ils avaient préparé leur coup. Bon, on a l'impression... En tout cas, les 2 livres qui sont sortis, le livre d'Emmanuel Leclerc va plus dans ce sens que celui d'Hoffnung, qui, à mon avis, crée plus de brouillard qu'il n'éclaire les choses. Alors,
toujours sur les mémoires, Robert Bourgi a de son côté remis au goût du jour la controverse électorale de 2010-2011. Oui, je vais juste finir un détail sur 2004, c'est que, à mon avis, quand ils ont compris que Gbagbo allait aller au bout, Villepin a dû dire, parce que je pense que Villepin est au cœur du problème, a dû dire à Chirac, laissons-le bombarder le jeudi et le vendredi, ils seront tranquilles, ils vont avoir confiance, et le samedi, on leur prépare un coup. Pourquoi le samedi? Tu connais Abidjan. Le samedi, Abidjan est une ville morte. On bombarde un bâtiment vide, on dit que Gbagbo a attaqué, on dit à Poncet, allez arrêter Gbagbo. Mais Poncet, qui n'est pas mis au courant au départ, c'est une opération extrêmement précise avec sans doute la DGSE, etc., il casse les avions, il met 1 million de patriotes dans la rue, indirectement, et le passage d'aller chercher Gbagbo ne peut pas se faire. Et c'est là que Chirac engueule Taunier. Et cette version-là, je l'ai donnée à Taunier lui-même après. Je l'ai invité à Paris, il habitait Strasbourg à l'époque, et je lui ai raconté, voilà pourquoi vous êtes fait engueuler. Il est devenu aussi rouge que le canapé dans lequel il était assis. Donc pour moi, et pour finir avec Hoffnung, donc, qui est un peu, je dirais, je ne voudrais pas être méchant, mais c'est à la limite du roman de gare, il y a un passage où il se contredit totalement et il va vers ma thèse. C'est qu'il dit à un moment donné, il y a la réunion à l'Élysée le samedi après-midi, ce qui ressort des documents, mais quand il donne le pointage des heures, il dit, mais avec le temps, tout ça, de réunir et tout, c'est pas possible, les avions sont déjà cassés à Abidjan. Donc il se contredit, c'est-à-dire qu'il se rend compte lui-même que la chronologie ne tient pas. Donc ces avions ont bien été cassés avant qu'il y ait tout ordre officiel de l'Élysée. Et après, il y a eu une tentative de rattrapage pour l'opinion publique, etc. Alors justement, toujours sur la mémoire, Robert Bourgi a remis au goût du jour la controverse électorale de 2010-2011. Est-ce que c'est anodin selon toi? Je connais beaucoup moins Robert qu'Albert. Albert était un grand monsieur. Il a des soucis aujourd'hui personnels. Mais Robert, j'ai lu le livre de A à Z. Dans ce livre, pour ceux qui sont un petit peu sachants, il y a énormément de choses qui sont fausses. Je dirais que Robert Bourgi a des informations, a vécu, etc. Mais à partir de ces éléments de base, à chaque fois, dans chaque chapitre, c'est une espèce de narratif personnalisé, un peu grandiloquent, d'auto-justification et d'auto-satisfaction aussi, parce que c'est surtout ça qui ressort. Et sur la partie ivoirienne, je peux dire que l'essentiel est faux. Sauf, à mon avis, la réaction que pu avoir Sarkozy à l'époque, parce que je l'ai eu dans d'autres échos que lui. Sarkozy était au bord de la crise de nerfs dans cette affaire. Il y avait beaucoup de gens de son entourage qui disaient que Gbagbo avait gagné, et pas des moindres. Et donc, je veux bien croire que ce jour-là... D'ailleurs, cette affaire que Sarkozy propose quelque chose à Gbagbo, Obama l'a proposé dans quasiment les mêmes termes. Et c'était le directeur du protocole qui avait eu le coup de fil. Et la réponse de Gbagbo, ça avait été, comme il ne parle pas l'anglais, il leur avait dit « dis-leur que je fais la sieste ». Alors je ne sais pas quelle était la réaction américaine derrière. Donc Robert Bourgi, son livre ne t'a pas impressionné? Non, ça ne m'a pas du tout impressionné. D'abord, il n'y a aucune nouveauté. Pour des gens comme moi, il n'y a aucune nouveauté. J'ai même rigolé sur un passage où, après coup, j'ai déjeuné avec une des personnes qu'il a impliquées dans son livre pour de nombreux voyages en Afrique. Il dit « mais j'ai jamais voyagé avec Bourgi ». Ça, c'était un seul exemple. Justement, l'actualité rejoint l'histoire avec toujours des polémiques en Côte d'Ivoire autour de la commission électorale indépendante qui ne serait pas neutre, équilibrée. Bref, ce qui a créé la guerre de 2010 est toujours là. Ah ben, totalement. Et aujourd'hui, quand on voit le comportement du président de la commission, et dont j'ai dit récemment qu'il ne peut pas, il ne devra pas être le président de cette commission quand elle devra agir en 2025, d'abord parce qu'il faut réformer la commission. À partir du moment où tu réformes la commission, tu ne peux pas garder le président de l'ancienne commission. C'est arithmétique. Et la commission elle-même ne décide pas beaucoup de choses au départ.
les candidats sont choisis et validés par le Conseil constitutionnel. M. Kluivert se répand dans la presse sur des choses où il n'a pas à connaître lui-même. C'est lui le problème, c'est pas Gbagbo. Et comme je l'ai dit une fois, l'acquittement de Gbagbo, que ce soit en instance ou en appel, valide sa prise en compte par la loi d'amnistie du 6 août 2018. C'est automatique, comme l'ont été les autres. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les autres soucis, c'est les conditions dans lesquelles la commission va être changée, dans lesquelles le vote aura lieu, dans lesquelles le vote sera compté, parce qu'il y a toujours cette phrase de Staline dans les élections, c'est pas ceux qui votent qui comptent, c'est ceux qui comptent les votes. C'est ça le vrai problème. Et en Côte d'Ivoire, ces 20 dernières années, ça a été assez difficile de ce niveau-là. Donc, il faut aborder 2025 comme étant un point qui va être totalement, je dirais, significatif pour la Côte d'Ivoire, pour la sous-région, l'Afrique en général. C'est une élection qui va être scrutée par le monde entier, comme l'est actuellement l'élection américaine, à un autre niveau, mais il ne faut pas se méprendre. La démocratie est un long combat, comme la lutte avait pu l'être une fois, comme ce que disait Georges Marchais à l'époque. Et je pense que cette élection de 2025, c'est pas une question d'âge pour les candidats, c'est pas une question c'est surtout une question d'organisation, de liberté d'expression des gens. Et le candidat ne va pas être choisi à Paris ou à Washington ou ailleurs. Le candidat va être choisi par les Ivoiriens. Merci en tout cas Bernard Oudin, et merci à vous d'avoir regardé cette édition de Décrypter l'Afrique, le panel. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau balayage de l'actualité africaine.